Est-ce que tout le monde m'entend bien? A priori, oui, la salle n'est pas trop grande. Merci de me recevoir tout d'abord. Je suis Thomas Moreau, Community Manager chez Thales pour l'InnerSource. Et je vais vous expliquer au cours de cette courte intervention qu'est-ce que c'est que l'InnerSource, pourquoi c'est important pour un groupe comme Thales et comment on s'y prend, en tout cas chez Thales. Et donc, chez Thales, on a beaucoup d'acronymes. Et donc, je vous introduis directement le premier acronyme qui est TIS, T-I-S-S, pour Thales InnerSource Service. C'est le nom qu'on donne à l'InnerSource chez nous. Et tout d'abord, une courte définition de ce que c'est que l'InnerSource. Alors ça, c'est une définition qu'on a été piquée, il me semble, à Microsoft. C'est d'appliquer ce qui fonctionne bien dans le monde de l'open source au projet, au sein de l'entreprise. Dans le cas de Thales, au sein du groupe. Donc c'est une collection de différentes entités juridiques. Et c'est un terme qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été inventé par Tim O'Reilly, qui édite deux ouvrages que vous pouvez voir ici. Le premier, c'est Understanding the Inner Source Checklist. Et le deuxième, c'est Getting Started with Inner Source. Je vous encourage à les consulter, ils sont assez courts, c'est vraiment des petits fascicules. Mais tout ça pour vous dire que c'est un terme qui existe depuis un bon moment. Et vous remarquerez sur un des deux livres, vous voyez un petit logo PayPal. Et la raison est simple, c'est qu'en fait, PayPal, c'était un des pionniers de l'Inner Source. Ils en font depuis plus de 10 ans. Et vous voyez l'échelle, on a pu identifier chez Thales les différents groupes ou compagnies qui se lançaient dans l'Inner Source. Donc PayPal, comme je disais, un des pionniers. En Europe, on avait également Bosch, qui en fait depuis plus de 10 ans. On est en fin d'année 2022, donc vous pouvez même décaler d'un an à peu près tous les logos pour avoir à peu près les dates de création des différentes initiatives Inner Source au sein des entreprises. Vous voyez que Thales, c'est à peu près 5, maintenant bientôt 6 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure. Et on est rejoint par d'autres entreprises en France, en Europe et dans le monde entier. Et si vous êtes fan de Simon Sinek, vous savez qu'il faut toujours commencer par pourquoi. Pourquoi on fait les choses, et c'est comme ça qu'on peut y arriver. La première, c'est dans une entreprise grande et complexe comme les Thales, on peut facilement travailler en silo. Et la première raison de faire l'InnerSource, c'est justement d'essayer d'inverser la tendance et de créer des ponts entre les différentes entités, les différentes équipes, les différents projets, et de créer des building blocks, des éléments réutilisables, des briques, ça va au-delà de la bibliothèque, et que vous pourrez réutiliser sur différents projets et éviter de réinventer la roue à chaque fois, ce qui est malheureusement souvent le cas quand on travaille en silo, justement. La deuxième raison, c'est que ça participe à la transformation culturelle du groupe, et notamment la mise en avant de la transparence. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, un petit dessin où quelqu'un qui dit « Sois fier de ton code ». Et justement, le deuxième personnage dit justement « Je suis trop fier de mon code pour le partager ». Dans la pratique, c'est même plutôt l'inverse. C'est des gens qui considèrent que leur code n'est pas prêt, la peinture n'est pas sèche, il n'est pas prêt à être diffusé à d'autres personnes, à d'autres projets. Et ce qu'on leur dit, c'est que pas du tout. À partir du moment où ton code il compile et qu'il est exécuté, c'est qu'il est déjà bon pour être partagé et il sera enrichi par la suite. Des gens qui seront intéressés par ton ou tes projets viendront soumettre des merge requests ou des pull requests si vous êtes sur GitHub, ouvrir des issues et venir enrichir vraiment votre projet. Et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. La troisième raison, c'est la sérendipité. Alors la sérendipité, peut être qualifié comme un accident heureux, quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais qui vient créer des opportunités techniques ou business et qu'on n'avait pas prévu au départ et qui pourtant sont vraiment très importantes quand on veut se développer. Et une fois qu'on a expliqué le pourquoi, on va passer à comment on le met en place chez nous, chez Thales. Alors, l'InnerSource chez Thales, c'est articulé autour de 3 piliers. Le premier, c'est plutôt l'aspect technique, l'aspect outillage. Donc, quels sont les outils qui sont mis en place au sein du groupe pour pouvoir partager du code, pour pouvoir échanger, collaborer. Le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique, avec notamment différentes licences. De la même manière que vous avez différentes licences open source dans le monde open source, nous on a développé 4 licences inner source qui sont inspirées de la licence Eclipse pour couvrir différents cas d'usage au sein du groupe, et j'expliquerai en détail par la suite. Et enfin, un aspect communautaire. C'est un aspect à ne surtout pas les négliger, parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir un GitLab ou un GitHub ou un GitLab quelque part, et que les gens vont naturellement contribuer et faire grossir vraiment cet écosystème au sein d'une entreprise aussi grosse que peut l'être Thales.
Donc du coup, on a mis en place 3 boards pour avoir vraiment une gouvernance au sein du groupe et aussi avoir une certaine légitimité pour prouver que ce n'est pas juste 3 personnes dans un garage ou qui ont un peu de temps libre. Donc il y a 3 boards. Le premier, c'est Strategic Board. C'est un peu notre appui aérien où on a les niveaux plutôt VP. Et ce pas des niveaux, enfin, ce ne sont pas des personnes qui sont uniquement dans l'ingénierie. On a aussi des gens qui viennent des ressources humaines, légales, fiscales. Donc on couvre vraiment différents aspects du groupe pour que ce soit vraiment que tout le monde soit impliqué et que ça puisse avoir des chances de réussite. Sinon, si tout le monde n'est pas engagé, ça peut être très difficile. Le deuxième niveau, c'est le steering board, où là, on essaye d'avoir des représentants dans chaque GBU, chaque BL. On essaye vraiment de faire en sorte que toutes les entités soient représentées au sein de ce board et qu'ils puissent savoir quels sont les projets qui sont lancés au sein de leur groupe ou de leur entité et comment eux ils peuvent contribuer à faire connaître l'initiative et à quoi ça peut leur servir. Et le dernier, c'est le technical board, où là on a des gens plus techniques, des gens qui sont souvent même contributeurs open source par ailleurs dans des vies antérieures ou sur leur temps libre, et qui sont habitués à faire ce genre de choses, à coder, coder de manière collaborative, et les merge requests et pull requests, faire en sorte que le code soit facilement compréhensible, bien documenté, et ce genre de choses. Et également, on a un aspect promotion et incentive, des cadeaux. On organise des conférences régulièrement au sein du groupe. On a des différents webinars. On a des hackathons qu'on essaie de faire régulièrement également. On a tout ce qui est petits goodies, swag, avec des stickers, des t-shirts, des choses comme ça, pour encourager les gens à venir participer. Et je vais vous détailler tout ça un peu après. Alors, comme je disais, je suis community manager, je suis un des composants de l'équipe. Sachant que si vous regardez l'Inner Source Commons, qui est la fondation Inner Source dans le monde, c'est un de leurs patterns. Ils recommandent vraiment d'avoir quelqu'un de dédié à ce genre d'activité, parce que c'est vraiment crucial. Comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir construit quelque chose pour que les gens se l'approprient. Il faut vraiment animer une communauté, faire se rencontrer les gens pour pouvoir avoir une initiative qui a du succès. Et je ne suis pas tout seul, évidemment. On a également un product owner et une équipe DevOps qui n'est pas là, non pas pour faire tous les développements inner source au sein du groupe, mais qui est là quand même pour faire du lien entre les différents outils qu'on peut avoir. Sur un autre outil que je vais détailler tout à l'heure, qui permet justement d'analyser ce qui se fait au sein de la communauté, comment on peut faire en sorte que les différents projets s'améliorent en faisant des analyses, en allant collecter des métriques. Donc c'est ces personnes-là qui vont faire vraiment le lien sur les différents outils du groupe. Du coup, en détail sur la partie technique, sur la partie onboarding, on a tout d'abord une checklist pour les projets, pour les aider à se lancer dans l'aventure et qu'ils ne soient pas perdus. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe DevOps qui développe des choses pour nous, elle a développé notamment Sauron, qui vient justement analyser ce qui se passe sur les différents projets sur notre GitLab et sur nos autres outils, pour pouvoir faire des recommandations en disant tiens, tu n'as pas mis ta licence au bon endroit, il faut bien expliciter ceci, cela, tu n'as pas de README, il faudrait que tu fasses tel point de la checklist pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Je détaillerai la checklist un petit peu après. Et bien sûr, une home page pour que les gens puissent arriver au moins sur une page qui leur explique ce que c'est que l'Inner Source, pourquoi on fait l'Inner Source chez Thales et comment ça peut être intéressant pour eux. Ensuite, une fois qu'ils ont cette partie-là, on les invite à découvrir un certain nombre de choses. Tout d'abord, on a un catalogue Inner Source où ils vont pouvoir retrouver tous les projets Inner Source qui existent au sein du groupe et ils peuvent filtrer soit par langage, soit par communauté d'intérêt, vraiment essayer de découvrir ce qui se passe dans cet univers-là et qu'est-ce qu'ils pourront réutiliser. Et si ça n'existe pas, ce qu'eux peuvent contribuer. On a également tout un set de templates CI/CD. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tout ce qui touche au DevOps, ça concerne du coup beaucoup de monde. Et donc ça marche relativement bien dans le monde de l'Inner Source. Et enfin des métriques pour savoir d'où viennent les projets. Est-ce que ça vient plus d'une entité que d'une autre? Est-ce qu'on a un vrai niveau de maturité qui s'améliore au fil du temps? Sur les outils en tant que tels, je disais GitLab et GitLab CI.
Artifactory et qui vient avec X-Ray pour analyser les binaires et les containers, SonarQube pour la qualité du code et un Docker registré. Et enfin, pour pouvoir communiquer, 3 outils qui viennent du groupe qui sont CryptoBox, Citadel et Digital Workplace. CryptoBox, c'est un peu le Dropbox interne, on va dire. Citadel, qui est une messagerie interne chiffrée. Et Digital Workplace, qui est un peu notre réseau social d'entreprise, dans lequel on vient, du coup, sur lequel on s'appuie pour pouvoir faire vivre cette communauté. Sur l'aspect juridique, on a développé du coup 4 licences. Pourquoi 4 ? Parce que la première question que l'on pose, c'est est-ce que quand vous arrivez sur un projet, quand vous arrivez dans la communauté InnerSource, est-ce que vous comptez partager votre projet, votre code avec toutes les entités juridiques du groupe Thales, et elles sont nombreuses, ou est-ce que vous voulez partager avec seulement une partie de ces entités? Et dans ce cas-là, il faut les nommer explicitement pour des raisons, ça peut être des raisons d'export contrôle, des choses comme ça. Et la deuxième question, du coup, après ça, c'est est-ce que vous autorisez a priori à ce que votre code soit réutilisé dans un projet qui va être livré à un client, ou est-ce qu'il faut demander une autorisation au préalable? Et du coup, quelles sont ces conditions? Comment on met en place justement cet accord? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une participation financière, ou est-ce qu'on s'engage sur du support, des choses comme ça? Donc du coup, 2 questions, ça vous fait 4 possibilités. De la licence la plus restreinte qui est Restricted Control, où on restreint le partage à certaines entités du groupe et on demande un accord explicite pour pouvoir réutiliser ce code-là dans un produit qui sera livré à un client, jusqu'à la licence la plus ouverte qui est Open Node Control, où pour trouver plus ce que vous avez sur des licences type Apache, EPL, MIT, on est beaucoup plus libre. On a quand même bien sûr quelques obligations, mais on n'a pas d'accord à demander quand on le réutilise. Et on n'est pas restreint sur les entités juridiques du groupe. La checklist, alors elle n'est pas complète ici, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. On avait initialement donné différents noms. La première étape, c'était initializing, la deuxième, c'était incubating, et la troisième, c'était active. Le problème de ces noms-là, c'est que typiquement active, ça sous-entendait peut-être que si on n'avait pas atteint ce niveau-là de maturité, c'est qu'on était inactif. Donc déjà, c'était un problème pour les gens de se dire tiens, il y a un projet, il m'intéresse, mais il est inactif. Peut-être que je ne vais pas le réutiliser, c'est peut-être un peu trop. C'est pas assez sûr pour moi de pouvoir m'appuyer sur une brique logicielle qui est inactive, qui n'était plus maintenue, où il n'y a plus du tout de mise à jour ou qui n'est plus développée. Du coup, on a changé ces noms-là. Et on est parti sur une classification un peu comme les notes japonaises ou à l'américaine, avec S, A, B, C, D, E. Nous, on est resté à B. Et on a voulu faire en sorte que le niveau B soit vraiment très très simple à atteindre, pour tout de suite mettre le pied à l'étrier pour les gens. Et donc c'est plus une déclaration d'intention, où on vient définir ce que c'est que le projet dans GitLab, lui apporter une description, un point de contact, et qu'il soit référencé dans le catalogue. Donc au niveau B, vous n'êtes même pas obligé d'avoir vraiment le code dedans, mais au moins une déclaration d'intention, que mon projet soit facilement identifiable au sein du groupe. Ensuite, on passe au niveau A. Le niveau A, là, il faut effectivement que le code soit sur GitLab, que vous ayez bien mis la licence au bon endroit, donc à la racine de votre projet, en disant je suis sur la licence InnerSource Thales version 1.2. Et après, parmi les 4, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on part sur la plus restreinte, la plus ouverte, ou une des deux, entre les deux, qu'il y a un minimum de documentation pour pouvoir faire en sorte que les gens, quand ils découvrent votre projet, ils sachent de quoi ça parle, pourquoi il existe et comment ils peuvent l'utiliser et y contribuer. Et qu'il y ait bien quelqu'un qui soit identifié, non pas seulement le point de contact, mais aussi l'équipe cœur qui vient faire vivre ce projet. Et enfin, le niveau le plus élevé, qui est le plus difficile à atteindre, c'est le niveau S, où là, on demande beaucoup plus de choses, notamment comment vous établissez la gouvernance de votre projet, que les export control soient bien faits. Alors, export control, on ne vient pas se substituer à ce qui existe chez Thales, parce que c'est quand même un process assez lourd pour savoir ce qu'on a le droit ou pas de partager sur les différentes régions du monde ou les différents pays, en fonction de la sensibilité des projets. Et bien sûr, faire en sorte que les bonnes pratiques DevSecOps soient en place, notamment Sec, parce qu'un groupe comme Thales, c'est quand même un point indispensable. Et le quatrième niveau que vous voyez ici, c'est le niveau Retired. C'est si un projet n'est plus maintenu pour une raison X ou Y, les gens sont partis, ou il n'y a plus de budget sur ce projet-là, ou les gens ont perdu la motivation,
le temps ou peu importe la raison d'ailleurs, vous pouvez mettre le statut retailer sur ce projet. Donc c'est explicite pour tout le monde que le projet existe, qu'il est quelque part en jachère, mais que n'importe qui peut le faire renaître de ses cendres et dire « moi ça m'intéresse, je suis prêt à le maintenir et je suis prêt à le reprendre ». Et donc du coup, après avoir parti dans votre cycle habituel, B, A ou S, en fonction de votre niveau de maturité. Je ne sais pas combien, je suis déjà quasiment à 20 minutes. Donc je vais bientôt finir. Du coup, l'équipe InnerSource, dont moi-même, ce qu'on apporte, c'est l'accès aux outils, une expertise technique et légale, et bien sûr, je n'ai pas la réponse à tout, loin de là. Donc toujours être en capacité d'orienter les utilisateurs et les membres de la communauté vers les bons interlocuteurs. Une partie coaching sur justement les différentes maturités, comment on peut les atteindre plus facilement, des conseils sur comment faire en sorte que le projet soit attractif aussi pour les autres employés du groupe. Et bien sûr, faire la promotion du projet au sein du groupe, c'est très important que le projet soit visible. Quelques métriques, je ne peux pas tout vous partager malheureusement, mais en tout cas, on suit bien sûr le nombre de membres de la communauté qui doit toujours être croissant. Même chose pour le nombre de projets. On mesure aussi également les forks et les stars. Donc les stars, ça me permet au moins d'avoir une idée de l'intérêt que peut avoir le projet au sein du groupe. Et sur sur quoi je peux vous partager, c'est le nombre de webinars. On est à 3 par an. On a évolué sur les différentes années. Une année, on était plutôt sur des saisons. Donc on avait fait en printemps, été, automne. Là, cette année, on avait fait un hackathon en hiver. Et pareil, les hackathons, on vise 2 par an, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on en est au moins sur 1. Et on teste différents formats, en présentiel sur 2-3 jours, en distanciel, en hybride. La durée également varie. Cette année, on a testé un hackathon qui était sur plusieurs semaines. Donc du coup, les gens ne travaillaient pas à temps plein, bien sûr, pendant ces 3 semaines-là, ou ces plusieurs semaines-là. Mais en tout cas, ils pouvaient avoir dégagé un peu de temps libre quand ils pouvaient pour y participer. Il y a une convention par an dans laquelle on remet des prix, soit des prix à des individus, soit à des projets qui ont le plus contribué ou qui ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel pour la communauté. Je ne voudrais pas dépasser, donc je vais très vite sur ce dernier slide. Vu le succès de l'InnerSource Software chez Thales, on a renommé du coup TIS, Thales InnerSource Software, en Thales InnerSource Service, parce qu'on veut étendre la philosophie de l'InnerSource non pas qu'au software, mais également à la data et au hardware. C'est tout neuf, donc c'est pour ça que le slide est très léger. Mais voilà, on essaie vraiment de développer cette philosophie-là à la data et au hardware. Ça va, je n'ai pas trop dépassé. Si vous avez peut-être on a un temps pour une question ou deux. Devant d'abord et après derrière. Oui. J'avais une question dans votre slide quand les Sud-Américains partagent avec les Australiens. Oui. La propriété intellectuelle, on va dire, est aux Sud-Américains. Les Australiens qui font du code, les Sud-Américains achètent le code des Australiens et ça reste l'IP, c'est une IP commune. Non, fiscalement parlant. Oui. Fiscalement parlant, si vous mettez la France, là je connais bien, donc si vous mettez la France, ça fait vous n'avez pas le droit puisque les entités fiscales sont totalement différentes. Comment vous avez géré ça chez Thales, qui fait que la notion de groupe Thales pour les fiscalistes n'existe pas? Très bonne question. C'est justement un des sujets qui a été l'objet au niveau des licences. On a bien fait attention de comment ça se faisait. Il n'y a absolument pas de transfert de propriété, justement, vous restez propriétaire de votre code. C'est un sujet bien sûr sensible pour éviter le transfer pricing, le prix de transfert. Mais donc du coup, chaque entité reste propriétaire de son propre code. De son bout de code. Ou de son bout de code, bien sûr. Question derrière. Très bonne question. On a différents niveaux de participation. Des gens qui travaillent sur un projet à temps plein et qui se trouvent être InnerSource. Des gens chez qui on a réussi à... le manager a réussi à dégager du budget pour une partie de son temps qui soit développé, qui soit sur cette activité-là. Et des gens qui font ça parce qu'ils trouvent du temps, on ne sait comment, sur leur temps libre, on va dire, pour participer. Donc on a vraiment 3 niveaux. Et bien sûr, plus on a de temps pour y consacrer, mieux c'est. Il y avait une question d'avant ici, après à vous. Oui.
Alors c'est inspiré de la licence Eclipse, mais bien sûr ça a été bien retravaillé par nos services juridiques du groupe. Merci pour la présentation. Et pour le nombre de personnes impliquées par rapport à la population des devs de Thales. Ah bah justement, c'est un chiffre que je peux malheureusement pas partager, qu'on voit ici. Ce que je peux vous dire, c'est que comme toute communauté, on va dire virtuelle sur Internet, etc., on retrouve quand même les mêmes proportions. 90% de gens qui sont intéressés mais qui ne contribuent pas, 9% qui viennent à participer mais qui vont pas être le cœur du projet, et bien sûr 1% qui vont vraiment faire l'essentiel du travail. Ça, on le retrouve heureusement ou malheureusement partout, et on retrouve les mêmes proportions. Même si vous n'avez pas un nombre, un pourcentage, ça reste la moitié, plus. Ça va être très facile après de retrouver ces chiffres-là, mais J'essayais de faire le site. oui. Est-ce qu'il y a des passerelles vers l'extérieur? Bien sûr. Justement, derrière vous, vous avez Sébastien Jeune qui a fait une présentation de l'open source tout à l'heure chez Thales. Et effectivement, on travaille souvent ensemble. Et ça peut être aussi un pas de d'abord commencer par une source pour comprendre les mécanismes de partage, et après pouvoir s'ouvrir en dehors du groupe, pardon, et adopter une licence du coup open source et s'exposer au monde et faire en sorte qu'il y a un projet par exemple Capella qui n'a pas commencé par une source par contre, mais qui fonctionne très bien aussi dans l'open source chez Thales.